Il advint qu'un garde-chasse dut étrangement se reconvertir alors que la pleine saison du gros gibier venait de débuter. Au lieu de courir les bois à la poursuite de malfrats, braconniers de tout poil, poquereux de peu, virtuoses du collet et de la rapine, il fut astreint à une tâche bien moins exaltante pour qui aime vivre au grand air. Les affaires du châtelain qui l'embauchait n'étaient pas florissantes, même si l'homme cherchait à donner le change en organisant à grands frais des réceptions dans son domaine. Hélas, il y avait de menus détails qui ne trompaient pas les regards avertis. La toiture de la grande bâtisse de briques fuyait de toutes parts. L'automne cette année-là était fort pluvieux. Le grenier subissait l'assaut des gouttes de pluie qui s'insinuaient sournoisement à travers chevrons et tuiles disjointes. L'humidité menaçait de se remarquer dans la grande salle de réception, ce qui aurait mis à mal définitivement la réputation de cet industriel sur le déclin. Il est important dans la grande société de sauver les apparences, de cacher la misère quand celle-ci pointe son nez. C'est ainsi que ce nobliau en capilotade dut se résoudre à confier à Éric une mission qui n'était pas en rapport avec ses compétences synégétiques. Le garde, pour assermenter qu'il était, dut se résoudre à troquer le fusil et sa belle plaque officielle pour une panoplie qui lui faisait honte. Consigné dans le grenier, il devait veiller à ce que la multitude de seaux placés sous les fuites n'en vienne pas à déborder. Si cette partie de sa mission n'avait rien de compliqué, il incombait d'avoir l'œil, ce qui, pour quelqu'un de sa profession, est un préalable incontournable. Il devait ensuite agir promptement lorsqu'un seau menaçait de déborder. C'est là que le pauvre Éric sentit le souffle de l'humiliation peser gravement sur sa réputation. N'ayant aucun échappatoire par les lucarnes, il lui fallait descendre le grand escalier de bois, porteur d'un seau qui lui montait le rouge aux joues. Tâche humiliante s'il en est pour un homme assermenté que les déboires de son maître contraignaient à accepter une tâche purement domestique. Pire encore, il croisa lors de l'un de ces honteux va-et-vient un convive qui allait à la chasse. Non pas celle qui venait de s'achever avec un tableau digne des plus grands massacres soloniaux, mais celle où nul ne peut confier sa place à un quidam. L'homme, tourmenté par des maux de ventre, s'étonna de voir le garde, un seau dans chaque main, descendant l'escalier sur la pointe des bottes, pour n'être point remarqué par cette noble assemblée. Le convive de s'enquérir de ce que faisait dans pareille posture celui qui, à cette heure, aurait dû surveiller les bois où ne manquaient pas de traîner ceux qui savaient que le châtelain et ses invités n'y étaient plus. Éric lui confia le secret sous le sceau d'un serment à n'en rien dire, ce qu'accepta volontiers dans l'instant ce personnage, tant le ventre le tourmentait. Hélas, une fois soulagé, l'important personnage oublia sa promesse en faisant entrer tonitruante dans l'assemblée des 40 chasseurs en goguette. Il convia son voisin de table à déchéance de leur hôte. Celui-ci s'empressa de rapporter la confidence à son autre voisin. Ainsi, de proche en proche, de bouche avinée en oreille aux aglets du persiflage, bientôt toute la tablée sut que le château avait des allures de passoire. Le méchant homme avait semé son venin.
Il venait de commettre un délit d'initié, un parjure et, comble de l'infamie, un fort vilain jeu de mots qualifiant le pauvre Éric de garde de chasse d'eau. La saillie fut reprise, car dans un tel aéropage, le trait d'esprit n'est pas si fréquent que ça. Alors il convient de s'en délecter tout en abusant sans vergogne. La rumeur finit par échoir dans le pavillon du malheureux industriel dont les déboires financiers venaient d'être percés par toutes ses relations d'affaires. Le drame tournait au fiasco, le risque était grand qu'il allait perdre très vite le peu de respectabilité qui lui permettait encore de se maintenir à flot. Sa réaction fut terrible et on ne peut plus injuste. Devant une tablée hilare voulant montrer sa fermeté, qualité requise dans ce monde de requins sanguinaires, il appela le garde qui descendait justement 2 autres seaux pleins d'eau. Le brave homme se présenta ainsi devant des individus ayant tous manifestement trop bu. Il se sentait parfaitement humilié, et le fut plus encore quand le châtelain, qui n'attendait qu'un prétexte pour faire une substantielle économie, le congédia dans l'instant. Sans un mot, Éric, la tête haute, vida non son sac, mais ses seaux sur celui qui n'avait pas tenu sa langue, puis déclara à l'assemblée médusée de tant d'audace qu'il se réjouissait à ne plus avoir à servir une telle compagnie de sots et d'ânes, incapables de reconnaître un lièvre d'un garenne, un chevreuil d'une biche. Pour donner une touche plus explicite à son discours, il sortit de la demeure, alla à la remise remplir ses 2 récipients d'avoine, et revint jeter à la face de ces maudits gorés la seule pitance qu'ils méritaient. Il y avait dans le lot un sous-secrétaire d'État à la justice, qui fit jouer immédiatement ses services pour que le brave homme fût inquiété pour son geste intolérable, tandis que son ministre de patron, mis en examen pour conflit d'intérêts et menacé de haute cour de justice, conservait quant à lui son poste, sans nul autre souci. Quant à ce château qui fuit au sommet et qui s'écroule sur ses fondements, il est à craindre qu'il ne soit trop tard pour le sauver. S'il n'y a pas de sots métiers pour ceux qui les exercent avec dignité, honnêteté et conscience, il est des fonctions et des charges qui sont malheureusement tenues par des canailles à l'abri de toute précipitation. Ne vous fiez donc pas aux apparences de ceux qui n'hésitent pas à l'occasion à se grimer de col roulé, d'une veste réversible pour camoufler leur turpitude, d'une cartouchière pour tirer sur tous ceux qui se dressent devant eux et d'un beau chapeau de feu qu'ils n'hésiteront pas à faire porter à un quidam au premier coup de vent venu.